Donc merci à tous d'être restés après cette journée de colloque très intéressante, mais aussi stimulante. Donc pour la dernière conférence sur l'écologie et le numérique, donc la problématique écologique du numérique. Donc on a longtemps considéré que le numérique pouvait s'affranchir de cette question, puisqu'il était à l'avant-garde d'une forme de modernité, c'était pas quelque chose qui s'imposait à lui. Ensuite, on a présenté les transitions écologiques et numériques, et on le présente encore comme allant de pair. Par la dématérialisation, par la limitation du transport, on en parlera, par beaucoup d'effets positifs du numérique éventuellement sur nos émissions et notre impact. Sauf qu'on le constate, on le sait de plus en plus, il y a des chaînes de valeur de matériaux qui posent des questions tant de souveraineté, on l'a vu beaucoup aujourd'hui, mais aussi d'impact écologique, pollution localisée et impact carbone. On sait aussi que la consommation énergétique est grandissante, exponentielle. Pour donner des ordres de grandeur, si le monde numérique était un pays, il consommerait, ce serait le 5e plus gros consommateur d'énergie au monde derrière la Russie et l'Inde. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont considérables, et de plus en plus l'impact écologique du numérique se trouve être un enjeu de son développement et de sa soutenabilité. Donc pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir 3 intervenants. Donc plus loin de moi, Gauthier Roussil, vous êtes chercheur spécialisé dans les enjeux environnementaux du numérique. Donc vous avez publié un rapport qui a fait beaucoup de bruit sur la 5G comme choix de société. Vous avez été partie prenante assez impliquée dans ce débat à l'été 2020. Vous avez publié un plus récent rapport sur l'aspect positif de la numérisation, dont on parlera également. Adrien Jaillet, bonjour, vous êtes consultant. Vous avez écrit une note pour l'Institut Rousseau sur la sobriété numérique il y a un peu plus d'1 an, enfin écrite à 3 mains, mais donc vous êtes un des auteurs. Et puis Richard Hanna, vous travaillez à la DINUM, donc chargé de mission interministérielle sur l'impact écologique du numérique. Vous nous en direz plus. Et vous, à côté de ça, vous intervenez dans un podcast qui s'appelle Técologie, si je me souviens bien. Assez technocritique aussi, et qui aborde les enjeux de numérique, d'écologie et de où va-t-on avec ces 2 transitions. Voilà. Donc pour commencer, moi ce qui m'importait dans un débat posé avec des termes aussi larges que écologie et numérique, c'est de rentrer un peu plus dans les détails des définitions, et notamment quand on parle d'impact environnemental du numérique. Est-ce qu'on parle à la fois donc des matériaux, des chaînes de valeur, de l'extraction de cette matérialité-là des infrastructures numériques? Est-ce qu'on parle aussi des données, de l'énergie, et puis après il y a aussi les usages, la consommation que ça induit, y compris dans d'autres secteurs économiques. Donc est-ce qu'on peut parler d'impact numérique de la même façon sur l'intelligence artificielle, sur la 5G, sur les composantes? Et pour ça je voulais demander à chacun, et peut-être dans l'ordre, de définir un peu plus son domaine de travail sur ce grand secteur qu'est on va dire des infrastructures numériques, le numérique en France. Gauthier, je vais passer le micro, peut-être Gauthier aussi, vous pouvez commencer. Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, je vais faire une première distinction. La première, c'est entre le secteur numérique et la numérisation. D'un point de vue environnemental, le secteur numérique, c'est trois tiers techniques. Les centres de données, les réseaux de télécommunications et les équipements utilisateurs, qu'ils soient publics ou privés. Enfin, ou pro ou privés plutôt. Ça, c'est comme ça qu'on le compte d'un point de vue environnemental aujourd'hui. Ça a plein de défauts, hein, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a essayé de le diviser. Et le deuxième terme, c'est la numérisation, qui consiste à observer la façon dont on numérise les autres activités humaines et les autres secteurs. Ce qui est très compliqué. Le numérique, c'est à la fois un secteur qui est très concentré et qui est dilué partout. Donc, ça pose des problèmes de périmètre sur la façon dont on compte. Typiquement, d'après ce que dit McKinsey sur les rapports automobiles et semi-conducteurs, on estime que le coût d'acquisition d'un véhicule en moyenne dans le monde en 2030, ça sera 50% lié à l'électronique embarquée. C'est du transport, c'est du numérique. Est-ce que la notion même de secteur, en fait, a un sens à partir du moment où on est sur un secteur qui est macro, ou en tout cas qui influe sur le développement de tous les autres? Donc c'est ça la grande distinction que je fais, et après il faut rentrer en profondeur sur plein de sujets. En l'occurrence, moi je travaille très peu sur l'enveloppe, enfin sur l'empreinte globale, qui m'intéresse assez peu. Je travaille sur les questions territoriales.
Je vais donner un exemple très concret. On vous dit que les data centers, ça représente 1 à 2% de la consommation électrique mondiale. C'est très bien, mais ça dit rien en fait. Par contre, si je vous dis que 80% des data centers en Europe, ils sont en Europe de l'Ouest ou en Europe du Nord, ça commence à devenir intéressant. Si je vous dis, si je zoome encore et que je vous dis qu'en Irlande, les data centers représentent 11% de la consommation électrique nationale, là, ça pose des problèmes de politique publique et des problèmes d'aménagement du territoire et de où est-ce qu'on veut amener ce secteur. Et c'est pour ça que la question territoriale est intéressante, c'est qu'elle permet de fixer l'endroit où on a aussi une capacité à agir. En l'occurrence, quand je dis juste qu'il y a 1-2% de la consommation électrique de data centers dans le monde, c'est les data centers, on fait rien avec ça. Donc moi j'ai travaillé un peu sur la question territoriale, ça fait qu'aujourd'hui je fais plus une recherche de fond sur l'industrie de l'électronique à Taïwan, notamment sur la question des semi-conducteurs. J'ai travaillé sur les réseaux de télécommunications, notamment à l'époque un peu sur le déploiement de la 5G. Et je me suis beaucoup intéressé plus sur les enjeux de numérisation, à comment on calcule les impacts positifs du numérique, parce que c'est quelque chose qu'on va beaucoup donner en réunion ministérielle ou dans les arguments aujourd'hui pour justifier le développement, enfin un certain chemin de développement du secteur numérique, c'est de savoir, c'est de dire par défaut c'est bien de le faire. Faut le savoir, faut le prouver. Donc c'est un élément de travail qui consiste aussi à travailler sur la question de la numérisation et non pas du secteur numérique. Merci. Bonsoir, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être ici, surtout pour un événement présentiel. Pour ma part, donc, on va dire comment je suis rentré dans la thématique de la pollution numérique. Donc, c'est à la fois un parcours académique et un parcours professionnel associé à la communication et la communication environnementale et associé aux enjeux de l'anthropocène. Donc, j'imagine que certains d'entre vous savent ce qu'est l'anthropocène. L'anthropocène, en quelque sorte, c'est un dépassement dans le seuil de l'influence de l'être humain, de l'homo sapiens sur sa planète. Donc en quelque sorte, à travers le changement climatique, à travers l'effondrement de la biodiversité, à travers la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote par exemple, on a face à nous une Terre qui est de plus en plus façonnée, qui est de plus en plus faite par l'être humain. Et c'est par en quelque sorte ce biais-là que je suis rentré dans la thématique de la pollution numérique. En lien forcément avec ce qu'on appelle dans le contexte de l'anthropocène la technosphère. Donc la technosphère, ce sont un petit peu tous les matériaux technologiques qui ont été façonnés par l'être humain. Donc ça va être par exemple des infrastructures routières, ça va être des bureaux, ça va être des maisons, etc. Et dedans, dans cette technosphère, on va retrouver justement l'ensemble des terminaux informatiques, les 34 milliards de terminaux informatiques qui existent sur notre planète, et qui ont forcément, à un moment donné, une conséquence, une empreinte carbone, une empreinte environnementale. L'enjeu, pour moi, c'est à la fois dans mon activité de consultant et à la fois dans mon activité de formateur et d'enseignant, justement d'essayer de voir quel est le périmètre à prendre en compte dans l'impact carbone et environnemental du numérique. Et donc, pour faire simple, on va dire que c'est essentiellement s'intéresser aux différentes étapes de vie d'un appareil, on va dire de la fabrication de cet appareil-là, l'extraction des métaux, à son utilisation, en accédant par exemple, dès que l'appareil est allumé, son smartphone ou son ordinateur portable au réseau Internet, et ensuite bien sûr à sa fin de vie, qu'on oublie trop souvent. L'Europe est un petit peu le champion en Europe, mais recycle seulement un tiers de ses déchets électriques et électroniques. Et donc il s'agit d'avoir un petit peu, d'essayer de voir à travers différents outils, notamment par exemple à travers le bilan carbone, des analyses de cycle de vie, quel est l'impact, et bien sûr voilà, c'est aussi une thématique très enrichissante, puisque finalement plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc il s'agit toujours d'accumuler un petit peu des connaissances, de lire différents rapports, d'essayer de nuancer les avis qu'on peut avoir, les analyses qu'on peut avoir. Donc c'est extrêmement enrichissant. Bonjour à toutes et tous. Désolé d'être le troisième homme du panel. Bon, on a eu des panels tout à l'heure 100% féminines. Bon, malheureusement là, c'est 100% masculin. Et merci Morgane de compléter le panel. En tout cas, merci aux orgas, merci à l'Institut Rousseau.
Je voudrais parler un peu de mon cheminement parce que je trouve que c'est quand même intéressant et j'y reviendrai après. Donc je suis développeur de formation, voilà, ingénieur, développeur et bien sûr je pratiquais l'écologie au quotidien parce que voilà, à minima. Et puis je me suis pris le rapport du GIEC de 2018 en plein dans la tranche, hein, c'est le bon terme et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau en tant qu'ingénieur, en tant que développeur dans le numérique, qu'est-ce que je peux faire? Et juste après, voilà, octobre 2018, il y a eu le rapport sobriété numérique du Shift Project qui donnait quelques éléments, même s'il y a eu d'autres éléments avant ça, mais là c'était bien fait, il y avait des graphiques, vraiment c'était très parlant. Et donc tout de suite après, voilà, en tant qu'ingénieur, j'ai proposé mes services de développeur en me disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sujet numérique, comment on peut mesurer, etc. Et c'est là qu'on s'est rencontré avec Gauthier. On a travaillé sur l'extension Carbonalizer qui permet de mesurer sa navigation internet, de donner des équivalences carbone, voilà. Et puis par la suite, voilà, j'étais en agence, j'ai pu du coup discuter avec mes collègues et en fait on était déjà en phase de changer, oui, pardon, de changer notre agence en coopérative. On l'a changé, mais ça n'a pas duré très très longtemps puisque voilà, quelqu'un de la DINUM m'a dit ouais, on travaille sur le sujet sobriété numérique et environnement à l'échelle de l'État avec beaucoup d'impact. Bon, j'ai pas hésité longtemps. Du coup, voilà, je cherchais aussi à avoir de l'impact de mon quotidien. Donc voilà, mon quotidien aujourd'hui, c'est au niveau de l'administration publique de mettre en œuvre une stratégie numérique éco-responsable. Donc grosso modo, c'est réduire l'empreinte du numérique du service public. En fait, on a deux axes. Le premier axe, c'est la publication de documents, de guides, de référentiels, notamment le référentiel d'éco-conception de services numériques, notamment le guide d'achat numérique responsable, à destination des acheteurs, pour réaliser des achats durables, réparables, etc. Et puis deuxième axe, c'est de mettre en œuvre ces actions. Donc là, on est en train de préparer un plan d'action au niveau des ministères. On a réussi à tous les mobiliser. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. En fait, on s'inscrit dans une démarche service public éco-responsable. Heureusement, pas que le numérique, sinon on serait en plein greenwashing, hein, clairement. Donc il y a des actions sur les mobilités, sur les bureaux, sur le chauffage, l'alimentation, ce qu'on mange à la cantine, tout ça. Et bien sûr, il y a le sujet numérique qui prend de l'ampleur puisqu'il y a voilà, au niveau de l'État, on s'équipe pas mal de numérique. On a parlé de beaucoup de cloud, de services numériques, etc. Donc voilà, quelles sont les actions et grosso modo aussi. Donc on a mené un audit pour identifier où est-ce qu'on en est. Et donc voilà, on a identifié quand même pas mal de sources d'amélioration. Il y a quand même au sein de l'État, pas mal de gaspillage numérique. Voilà, je sais pas si on détaillera après. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens juste de dire, parce qu'il y a pas mal de termes qui ont été utilisés. Bon, réduire l'empreinte du numérique, sobriété numérique, éco-conditionnalité, etc. Gauthier Roussel, vous avez publié un article très récemment sur la sobriété numérique mal définie et polysémique, et vous appelez plutôt à parler de numérique situé, justement. Et donc, dans cette idée de réduire l'empreinte carbone du numérique et toute la dose de greenwashing que ça peut intégrer comme démarche. Je voudrais qu'on fasse un petit peu le point sur les différentes stratégies de réduction d'empreinte et qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et j'en profite d'avoir le micro aussi pour ouvrir sur le fait que ça appelle potentiellement un débat démocratique, et vous l'avez beaucoup dit sur la 5G, de la juste intensité technologique des équipements, de qu'est-ce qu'on veut comme degré de numérique dans notre société, au-delà de simplement réduire l'impact de l'existant. Et donc ça, je voudrais aussi vous entendre sur cet aspect-là, c'est-à-dire nous, en tant que société, qu'est-ce qu'on a à dire sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Voilà. Je refais passer le micro dans l'autre sens. En fait, je pense que merci pour la question. Le mot qui est mal défini dès le départ en français, en fait, c'est le numérique. J'ai jamais compris pourquoi on disait le numérique, où on mettrait sous le même terme chapeau, en fait, les GAFA, Wikipédia, le réseau de recherche Renater, les réseaux de l'État. Ça n'a aucun sens, en fait. Pourquoi on débat du numérique
alors que en fonction de la position de l'interlocuteur, on ne parle absolument pas de la même chose. On peut très bien débattre de quelle est la place des GAFA dans le territoire français et leur impact au niveau environnemental au niveau français ou mondial, mais ça n'a rien à voir avec le fait de parler du numérique. Enfin, parce que le numérique, ça ne définit rien. À la base, c'est un mot qui est déjà mauvais à la base, et qui n'existe pas forcément en anglais d'ailleurs. Donc, moi, le premier problème que j'ai eu avec le numérique, c'est déjà que ce soit un mot qui soit singulier, qui ne définisse rien. Et en effet, on a publié un article avec l'anthropologue Nicolas Nova qui s'appelait Vers les numériques situés, en disant déjà qu'il y a des systèmes pluriels, enfin que la façon dont on conçoit une infrastructure et des services numériques n'a absolument rien à voir, qu'on situe à Cuba, qu'on situe dans le nord de l'Inde, en Chine. Nous, aujourd'hui, on est plus complètement englobé dans l'écosystème américain, donc on imagine qu'on est dans un système qui est universel, mais qui ne l'est pas en fait. La façon dont on dépose de la fibre, la façon dont on pense à data center, la façon dont on utilise un service, ça va pas avoir grand chose en fait. Typiquement, si vous allez, enfin même si je prends une question d'usage, si vous allez à Shenzhen dans des sociétés plutôt fortement numérisées, enfin des entreprises fortement numérisées, ils s'envoient pas trop d'emails en fait. Hein. Ben, c'est WeChat. Donc même à ce niveau des usages, il n'y a pas grand chose à comparer. Oui, je m'en rapproche. Désolé. Ah oui, en effet, c'est vachement différent. Donc ça, le premier problème, c'était ça, et donc de se dire, il faut tout le temps réintégrer ce qu'on appelle le numérique, donc qui est un très mauvais terme, c'est-à-dire les infrastructures numériques et les services numériques et leurs usages, dans des contextes politiques, économiques, culturels qui doivent être définis. Enfin, ce qui est un peu la base de l'anthropologie, enfin de n'importe quel travail ethnographique en fait, et qui consiste à dire que le numérique c'est pas une espèce de voile unidimensionnel qui s'applique de façon égale sur l'ensemble de la planète. Et ça ne l'a jamais été en fait. C'est plus un projet qui est lié à un bagage conceptuel qui a accompagné ce monde, qui est celui que c'est dématérialisé. Enfin, typiquement, on prend la déclaration de la cyberindépendance de 95 avec Barlow, où il dit il n'y a pas de matière. Bah, s'il n'y a pas de matière, au moins il n'y a pas de territoire à définir. C'est vachement plus pratique. Donc en effet, la question environnementale est premièrement les géopolitiques, parce que enfin, des flux de matière et des entreprises, c'est forcément géopolitique. Enfin, on fait pas des sciences environnementales sans faire la géopolitique à un moment donné quand même. Donc ça veut dire qu'il faut matérialiser des flux, il faut matérialiser des infrastructures, il faut matérialiser des systèmes. Mais sauf que quand on les matérialise, ils sont bien quelque part. Donc il faut les territorialiser. Et sachant que ces territoires eux-mêmes ont des spécificités et sont eux-mêmes pris dans une crise environnementale globale qui a été définie par mon collègue de droite, qui va modifier la façon dont ces systèmes se structurent, la façon dont ces territoires évoluent. Et donc du coup, il faut toujours faire ce zoom et zoom arrière entre ma dimension matérielle, ma dimension territoriale, ma dimension terrestre, et voir comment ça revient vers le matériel après. Typiquement, moi, ça m'avait intéressé en avril 2021, la pénurie d'eau qui frappait Taïwan et la façon dont ça avait influé sur l'industrie des semi-conducteurs. En l'occurrence, alors est-ce que je vais là-dessus ou je m'arrête parce que des fois ok. En l'occurrence, l'hydrologie de l'île de Taïwan en fait dépend à 50% des typhons. Les typhons, c'est saisonnier. En fonction des zones de l'île, il y en a plus ou moins. Ça dépend plus ou moins de ça. En l'occurrence, quand il n'y a pas de typhon une année à Taïwan, c'est-à-dire qu'on perd 50% du solde de départ. Bon, donc faut faire avec. Les usages de l'eau à Taïwan, 80% c'est agriculture, 10% c'est industrie à peu près. Sauf que d'un point de vue de pourcentage, on se dit il n'y a pas de souci. Sauf que cette consommation d'eau de l'industrie et spécifiquement de l'industrie électronique, elle est extrêmement concentrée en fait, parce que ça fait partie d'une politique de centralisation de l'industrie de Taïwan pour dire on va faire des science parks et on va mettre toute l'industrie au même endroit. Donc ça veut dire qu'en fait l'industrie taïwanaise électronique elle sollicite des réservoirs très spécifiques. Donc en l'occurrence quand il y a une sécheresse, même s'il y a plein d'endroits sur le Taïwan qui ne sont pas affectés, il y aura des réservoirs spécifiques qui seront affectés. Et donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a mis en place différents processus au niveau national. On a mis des ratios sur l'eau dans 3 régions de l'île de Taïwan, plus au nord-ouest. On a payé des agriculteurs pour qu'ils arrêtent de travailler dans certaines régions. Donc on a subventionné l'arrêt de l'agriculture.
pour permettre aux industries composants de continuer à fonctionner. Ce qui est normal. En fait, l'industrie de l'électronique à Taïwan, c'est 35% de leur export national. C'est impossible qu'ils l'arrêtent. Donc, ils préfèrent favoriser l'industrie électronique en connaissance de cause et plutôt augmenter leur importation alimentaire. Donc, en fait, c'est pour ça où il faut comprendre que la question numérique, rien que sur le socle matériel, quand on la remet dans son territoire, c'est très complexe et en fait, c'est beaucoup moins direct qu'on l'imagine. Et il faut prendre tout ensemble. Il faut tout reprendre dans le territoire. Du coup, je sais pas si j'ai répondu à la question parce que je me suis embarqué dans mon histoire, mais j'espère que ça vous a plu. Mais c'était quoi du coup la question? Ah oui. Ah ouais, désolé, voir si je suis passé complètement à côté. En fait, ouais, la sobriété numérique, c'est un terme compliqué aussi. La façon dont il faut le définir, c'est de savoir dans les conditions matérielles et climatiques et environnementales aujourd'hui sur Terre, dans la trajectoire dans laquelle elles évoluent, quelle est la trajectoire possible pour le numérique, pour le secteur numérique. C'est-à-dire qu'au lieu de penser le monde par Google ou le numérique par Google commence à transformer le monde, c'est-à-dire quel numérique est possible, quel secteur numérique est possible dans les limites planétaires qui sont ainsi nommées. C'est ça en fait le renversement de la question. Et se dire qu'en effet, le numérique, c'est pas dématérialisé, ça dépend de flux matériels extrêmement intenses, et il faut savoir ce qui est possible avec des flux matériels qui se réduisent, et qu'est-ce qu'on peut faire en ayant ça en connaissance de cause, en termes de développement industriel, d'usage, etc. C'est une planification, en fait. Donc, la sobriété, je pense, c'est quand même une dimension de planification. Et en l'occurrence, en France, nous, on arrive à un moment assez étrange où la France a un pays qui s'est emparé du sujet écologique, enfin numérique et environnement, un peu toute seule. Les US, ça passe pas du tout comme ça parce que les US ont du tout une autre vision du secteur numérique. L'Allemagne avance très bien dessus, mais sous couvert. Et donc on se retrouve à être un peu tout seul sur le sujet et avoir du coup tout un arsenal législatif qui est en train d'être mis en place. Et donc des obligations, en tout cas des injonctions à éco-concevoir, à mettre en place des politiques de stratégie numérique responsables. Sauf qu'en l'occurrence, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une injonction, il va y avoir des commanditaires qui vont devoir le faire, qui seront pas formés, et il y aura des prestataires qui seront pas très bien formés non plus. Donc à prime abord, les premières années elles vont pas être très très belles, hein, me semble-t-il. Et il y aura aussi beaucoup d'entreprises, de très grandes entreprises, pour lesquelles ce sera très joli de faire l'éco-conception. Ça leur coûtera pas très cher, ça leur fera une très belle vitrine, parce que leur site internet est la première porte d'entrée vers leurs activités. Donc ils auront une très belle vitrine éco-conçue, sans rien changer leurs activités. Et les personnes qui sont très compétentes, mais qui ont quand même des considérations éthiques, n'iront pas bosser pour ces boîtes. Et donc ça sera les cabinets de consultants Accenture, EY, etc., qui les récupéreront et qui vont à peu près éco-concevoir tout ce qui traîne pour tous les groupes du CAC 40 à peu près. Donc a priori, c'est pas le site web qui va vous dire si une entreprise est vertueuse ou pas d'un point de vue numérique et écologie. Il va falloir rentrer beaucoup plus dans le cœur de la question dans ces entreprises en tout cas. J'arrête là parce que je parle beaucoup trop, désolé. Oui. Alors justement, oui, la thématique de la sobriété numérique, ça a été la thématique phare de la note qu'on a rédigée avec Elian et Romain pour l'Institut Rousseau. Donc c'est une note que je vous invite à découvrir, qui fait une soixantaine de pages, qui a essayé de résumer un petit peu les différents travaux associés justement à l'impact carbone, l'impact environnemental du numérique, et avec près d'une trentaine de recommandations à destination des décideurs politiques français et européens. Et effectivement, dans cette note-là, en introduction, il y a une définition de ce que nous entendions par la sobriété numérique. C'est finalement prendre en compte le caractère non renouvelable des différentes ressources qui sont mobilisées pour fabriquer, pour ensuite utiliser différents terminaux. Ça peut être des terminaux informatiques, ça peut être des infrastructures réseau, les data centers, et également gérer les ressources mobilisées aussi associées à la fin de vie de ces appareils-là. Et finalement, entre un discours, on va dire, technophile, qui va jusqu'à des extrêmes comme le transhumanisme, ou un discours technophobe, il s'agit essayé d'atteindre un point médian entre un monde hyper digitalisé
et un monde où finalement le digital n'aurait pas du tout sa place. Et donc ce point médian, on essaye de l'atteindre à travers cette note-là, en essayant justement d'essayer de un petit peu, c'est ce qu'on peut appeler, certains appellent la redirection écologique, c'est-à-dire faire atterrir en fait les organisations du capitalisme hors sol dans les limites planétaires. Vous savez, il y a à peu près donc 9 limites planétaires qui ont été qualifiées par les scientifiques, et 4 d'entre elles ont été dépassées, notamment pour ce qui concerne le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, ou encore le changement dans l'utilisation des sols. Et donc, il s'agit d'une certaine manière de prendre en compte le poids du numérique par rapport à ces limites planétaires. Et donc, ça passe essentiellement par de la régulation. Et c'est vrai qu'effectivement, comme disait Gauthier, la France est un peu spécialisée sur cette thématique de la pollution numérique, avec un cadre législatif qui vient d'être adopté à la fin de l'année 2021. Et donc, certainement, un enjeu aussi, c'est peut-être d'articuler un petit peu l'enjeu français avec l'enjeu européen. Et pourquoi pas, puisque la France est présidente de l'Union européenne pour 6 mois, depuis le 1er janvier, et bien peut-être d'essayer d'insuffler, parce que j'ai oublié de préciser, personnellement je vis à Bruxelles, et c'est vrai qu'au niveau des institutions européennes, la thématique de la pollution numérique est quasi inexistante. Donc il y a peut-être un levier d'action possible en s'appuyant notamment sur la loi Rennes, la loi qui a été adoptée en France à la fin de l'année précédente, pour essayer d'obtenir tout simplement des objectifs de sobriété numérique à l'échelle européenne, et pourquoi pas essayer de faire ensuite d'avoir une dynamique aussi mondiale. Je vais essayer de compléter, mais c'est déjà bien détaillé, bien complet. Peut-être dire aussi, nous à l'échelle de l'administration, peut-être cette question de sobriété numérique. Nous, on parle pas forcément de sobriété numérique, parce que sobriété numérique, ça fait partie c'est un sujet qui est de ce qu'on globalise dans numérique responsable, numérique éco-responsable. Et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler d'impact carbone, mais tu l'as peut-être souligné, Gauthier. Il y a aussi la consommation d'eau. Nous, par exemple, moi, si je vois ça passer, ce que je dis, attention, faut éviter l'impact carbone, mais plutôt de parler de l'empreinte environnementale, l'empreinte écologique du numérique, parce qu'effectivement, il y a les gaz à effet de serre, mais il y a aussi la consommation d'eau, la consommation de matière, les impacts sur les sols, les impacts à la fabrication, les impacts à la fin de vie, qui sont, la fin des déchets électroniques. En Europe, on est plutôt vertueux là-dessus. On est à peu près à 60% à peu près de produits électroniques qui sont traités en Europe, ce qui n'est pas le cas au niveau monde, notamment les États-Unis. C'est exporté jusqu'à très récemment, en Chine, en Asie et en Afrique. C'est toujours le cas, hein. Il y a des mines, des décharges à ciel ouvert en Afrique notamment, où les gens essayent d'extraire de l'or ou du cuivre ou des choses comme ça. Donc on essaye d'éviter justement d'avoir les bons termes. Donc il y a ça, il y a aussi le terme, je l'entends souvent utiliser, c'est le terme optimisation. Pour réduire l'empreinte du numérique, il faut optimiser. Ben non, en fait, désolé, ça suffit pas à optimiser. Et c'est vraiment réduire la voilure, réduire le gaspillage. Autre chose qu'on entend souvent parler, c'est le IT for Green, c'est-à-dire le numérique en faveur d'ailleurs c'est notre sujet du jour, le numérique en faveur de la transition écologique, le numérique qui permet de réduire la consommation d'autres secteurs. Donc effectivement, c'est le sujet du numérique depuis toujours. Finalement, on nous dit le numérique, ça apporte tellement de bienfaits, c'est tellement positif, c'est merveilleux, effectivement. Donc on n'a pas de problème de changement climatique. Non, en fait non. Pour l'instant, le numérique s'est rajouté. C'est une surcouche à tous nos problèmes de l'anthropocène finalement. Et au contraire, Gauthier y travaille, mais j'aimerais bien avoir le résultat. Mais à mon sens, intuitivement, je me dis que finalement, non, le numérique pour l'instant n'a pas d'effet positif globalement, parce que là, on accélère
à la fois les flux de personnes, à la fois le flux de marchandises, à la fois les flux de capitaux, à la fois voilà nos activités humaines. Bien sûr, il y a des effets positifs. Il y a Wikipédia, il y a la médecine, il y a voilà le GIEC qui peut faire ses modèles mathématiques, etc. D'ailleurs, un modèle mathématique, un modèle informatique qui a été programmé il y a très longtemps, qui est connu, c'est le modèle Ward-Toi. Donc c'est le fameux rapport Meadows de 1972 sur les limites de la croissance. C'est un algorithme informatique. Hein. Donc voilà, le numérique, l'informatique sert aussi à ça. Le GIEC, voilà, il utilise le numérique pour s'entraider, pour faire les modélisations, donc qui a pu aboutir. Enfin, le GIEC, ou en tout cas les études qui servent au GIEC, puisque le GIEC ne fait pas d'études, mais qui fait de la consolidation. Donc voilà, effectivement, il y a des effets positifs, mais globalement, aujourd'hui, le numérique, c'est, comme l'a dit Gauthier, c'est pas, on peut pas parler aujourd'hui du secteur du numérique, mais enfin, il y a des numériques, et le numérique est partout. Le numérique dans les bagnoles, le numérique dans les avions. Est-ce qu'on tient dans l'empreinte environnementale du numérique? Je pense pas. Est-ce que le numérique des crypto-monnaies, on le compare par rapport au numérique des démarches en ligne pour accéder je sais pas, à une aide en ligne ou accéder à Pôle emploi? Ben non, c'est pas du tout les mêmes numériques, quoi. Donc voilà. Je voulais rajouter aussi par rapport aux différents textes législatifs. Effectivement, il y a eu récemment, 15 novembre, la loi pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique en France, effectivement, qui apporte pas mal d'avancées. Il y a eu une loi qui est arrivée juste avant la crise sanitaire. C'était la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. C'était le 20 février 2020, qui apportait pas mal de choses aussi pour le numérique, notamment le fameux indice de réparabilité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être vous l'avez vu dans les magasins. Donc c'est depuis le 1er janvier de l'année dernière, on a un indice de réparabilité sur les smartphones, les ordinateurs, mais aussi les tondeuses à gazon. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Et puis globalement, bon, c'est pas, voilà, c'est une petite critique parce que voilà, on avance quand même, mais ça reste pour le moment que des injonctions qui concernent le consommateur, très peu de régulation des grands éditeurs, des big tech, etc. Ça reste très, voilà, on va former les ingénieurs, on va donner des indications aux gens, on va donner, enfin, il y a aussi les impacts CO2 sur la facture Internet. Je sais pas si vous l'avez vu ça. Voilà, ça reste des informations sur l'empreinte environnementale du numérique, mais très peu de choses, comment dire, contraignantes pour les entreprises et les big tech pour l'instant. Merci. Ben, du coup, ça fait une transition parfaite sur ma prochaine question qui était en réalité sur notre marge de manœuvre. C'est-à-dire que nous, en Europe, face à ces chaînes de valeur mondialisées ou ces gros opérateurs, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour organiser quelque chose qui soit autre chose que simplement recycler ce que les autres produisent, voilà, ou essayer de faire avec nos déchets numériques ou nos infrastructures. On a vu sur le débat de la 5G que le débat n'arrive pas à vraiment être posé et que face à cette injonction à l'accélération, face à cette injonction à la mise au niveau, en fait, notre impératif de sobriété tient pas beaucoup. Donc, la marge de manœuvre qu'on peut avoir en tant soit que à l'échelle européenne, soit à l'échelle nationale sur ces questions, est-ce qu'elle est réelle et en quoi elle pourrait constituer d'abord dans les premiers pas, puis peut-être à plus long terme. Gauthier, vous avez parlé de planification. Si vous pouvez, sur le numérique, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je vais peut-être alors, donc je vais me concentrer sur la question européenne et qu'est-ce qu'on fait à moyen long terme. Ok. Alors, si on est dans un monde idéal, donc je vais vous faire le scénario d'un monde idéal et pragmatique, qui a bien compris les enjeux. On s'assurait dans un premier temps qu'on sait rallonger la durée de vie des équipements informatiques. C'est la première chose. Et rien que ça, c'est un programme de planification pendant 10 ans. Il faut qu'on s'assure des mises à jour, enfin qu'on garantit d'un point de vue légal des durées de mise à jour sur de nombreux services, et même sur des équipes, sur les firmware, donc c'est-à-dire les logiciels propriétaires sur les puces, ne serait-ce que pour les portables,
qu'on a on sait former des réparateurs, qu'on a de l'approvisionnement en matières premières, etc. Donc, est-ce qu'on peut faire durer les équipements? Une fois qu'on s'est assuré de ça, on peut commencer à faire une chose qui est réduire nos importations. Si on sait faire durer, on pas besoin d'en faire entrer toujours autant. Pour donner un ordre d'idée, sur les smartphones, en 2019, l'industrie a produit 1,36 milliard d'unités. À peu près, à l'époque, il y avait un peu plus de 4 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Vous pouvez calculer la durée de vie d'un équipement à partir de là. Sachant que l'industrie des smartphones était en décroissance depuis 2017. Le pic de production, c'était en 2015, c'était 1,6 milliard. Donc, et la 5G le renouvellement des protocoles de communication comme la 5G est aussi quand même un phénomène qui permet de renouveler le parc des équipements. Ça sert quand même pas mal à ça et c'est très attendu par les équipementiers. Moi, aujourd'hui, je suis en train de lire les livres blancs sur la 6G, qui sera au plus tôt arrivera en 2028 ou sinon en 2032, avec encore des cas d'usage absolument incroyables. Donc, normalement, on devrait faire ça. S'assurer qu'on peut rallonger les équipements, s'assurer qu'on sait récupérer les matières si c'est possible de ces équipements, et ensuite réduire nos flux d'importation. Notre balance commerciale nous remerciera d'autant plus. À l'échelle française, si je me souviens bien, sur la ligne produits électroniques, 90% des émissions sont importées. Donc autant dire qu'il n'y avait pas grand-chose. En gros, il y a que la phase d'usage qui se fait en France. Le problème étant, c'est en Europe, parce qu'il faut le penser à l'échelle européenne, on a très peu d'industrie de ce point de vue-là, et on a très peu de matières premières disponibles. Je pense qu'on n'a pas très envie d'avoir des mines qui réouvrent en France. On est en train de voir des mines de silicium potentiellement, en tout cas de silice qui s'ouvraient en France. Ça va être un débat compliqué. Il est déjà même très compliqué aux US. Donc on n'aura pas de mainmise sur les matériaux. Aujourd'hui, en Union Européenne, il y a à peu près 30 matériaux critiques. Une grande partie étant liée au domaine numérique. Ils sont critiques non pas parce qu'il n'y en a plus, c'est juste qu'on aura des difficultés d'approvisionnement. Et là, c'est une question de souveraineté aussi, c'est qu'on n'est pas une puissance numérique. Et quand il y aura des pénuries, en tout cas, on peut supposer, d'après ce qu'on nous disait certains géologues récemment avec Richard, qu'il y aura des pénuries conjoncturelles sur plusieurs matériaux. Alors ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus, que c'est la fin. Ça veut dire que c'est celui qui a le plus de capacité à étendre sa puissance qui sert en premier. C'est à peu près comme les masques sur les pistes d'aéroport. Donc c'est bien là où il faut comprendre qu'est-ce qu'on a une puissance pour maintenir des flux matériels qui alimentent nos industries. Pareil, quand je numérise ma chaîne de production automobile et que je mets plus de 50% d'électronique dans mon véhicule, est-ce que c'est bien pas plutôt une gestion du risque plutôt que la numérisation? En l'occurrence, Renault aura produit 335 000 véhicules de moins cette année parce qu'il y a une crise de production dans l'industrie des semi-conducteurs. Pas une pénurie, une crise de production, parce qu'en fait c'est un secteur qui en a tout le temps vécu et on sait pas trop se servir en fait. Et on sait pas maîtriser nos flux d'approvisionnement. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. À partir du moment où matériellement on n'arrive pas à contrôler nos flux et que d'un point de vue service, on est quasiment que sur les services américains qui vont changer leur facturation, qui vont changer leur régime juridique et judiciaire autour de leurs produits, qui peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de mise à jour, très compliqué de faire durer des produits. Donc en fait, la question à se gérer au niveau européen, c'est ce qu'on est capable d'organiser l'augmentation de la durée de vie des équipements, qui est un monstre à 100 têtes, et est-ce que par la suite on est capable de gérer notre balance commerciale par rapport aux équipements électroniques, et est-ce qu'on est en capacité à savoir récupérer une grande partie des matériaux. Aujourd'hui, une des meilleures usines en tout cas d'économie circulaire, de récupération de matériaux sur ce qu'on appelle les déchets d'équipements électriques et électroniques, et là en Belgique, et là c'est l'usine Umicore à Humboken, qui récupère quasiment que de l'or et du platine. Il récupère rien d'autre. Les autres métaux, on les prend pas, ils sont pas assez concentrés. Et je pense qu'en termes de tonnage extrait, ils sont peut-être la 3e plus grande mine d'or du monde. Mais c'est une usine. C'est parce que c'est l'or en fait. L'or c'est c'est un matériau extrêmement complexe à extraire. D'après ce que nous disait Aurore Stéphane de Systex, qui est ingénieur géologue, il faut extraire 1 tonne de terre pour obtenir 1 gramme d'or aujourd'hui dans les gisements.
Donc c'est vachement plus dense dans les usines de traitement. Mais il faut les monter, et elles coûtent très très cher. Hoboken, ça a coûté 1 milliard d'euros. Une usine de recyclage de papier, ça coûte 3 millions d'euros, enfin quelques millions d'euros. C'est pas les mêmes investissements. Donc vraiment savoir et vouloir gérer les flux matériels et les flux serviciels, ça va demander beaucoup d'efforts et ça peut se faire qu'au niveau européen, me semble-t-il. Oui, je suis tout à fait d'accord effectivement avec ton analyse concernant l'enjeu d'articuler forcément avec les institutions européennes. Pour parler concrètement de ce que nous on envisageait justement dans cette note-là pour l'Institut Rousseau concernant la sobriété numérique. Alors voilà, il y a différentes recommandations, mais effectivement l'une d'entre elles c'était de réglementer, hein, c'est ce qu'on suggérait dans cette note-là, de réglementer en fait toute la chaîne d'approvisionnement en métaux du secteur du numérique, à savoir bien sûr les métaux utilisés, la provenance, en essayant de suivre aussi des critères pas uniquement environnementaux, mais des critères en termes de respect des droits humains. Il suffit de voir dans quelles conditions, bien sûr, vous avez certainement lu des articles ou vu des reportages sur l'exploitation minière en République démocratique du Congo et comment cette exploitation-là, justement, permet de financer des conflits, les conflits armés dans la région des Grands Lacs. Donc c'est voilà, pas seulement une prise en compte de facteurs environnementaux, mais aussi de facteurs associés aux droits humains. C'est bien sûr aussi une fois que le terminal informatique arrive sur le territoire européen, arrive dans l'un des États membres de l'Union européenne, c'est ensuite bien sûr commencer à utiliser une approche un petit peu dirigiste. Hein. Alors bien sûr, la difficulté c'est qu'avoir une approche dirigiste, c'est-à-dire subventionner certains secteurs de l'économie, ça va à l'encontre justement du paradigme de l'Union européenne. Je rappelle que l'ADN de l'Union européenne reste avant tout la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Mais il y a certainement une marge de manœuvre à avoir en quelque sorte, peut-être via forcément la présidence française de l'Union européenne, en essayant par exemple de participer à l'investissement qui pourrait être associé à des industries qui essayent de fabriquer, par exemple, au niveau européen, un smartphone qui soit durable. Donc ça pourrait être via un investissement public au niveau européen, au niveau français, la conception d'un smartphone durable et qui puisse être justement ensuite aussi peut-être exporté vers d'autres pays. C'était une des recommandations que nous avions données dans cette note-là. Également aussi, bien sûr, je vais pas vous donner l'ensemble des recommandations, mais juste pour vous donner un petit aperçu de ce que peut être concrètement la sobriété numérique et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut légiférer, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. C'est par exemple aussi, pour justement étendre la durée de vie des terminaux informatiques, c'est aussi bien sûr étendre la durée de garantie des appareils. Alors, je crois que initialement dans le projet de loi, la loi REEN, donc la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, il y avait justement une possibilité d'étendre la garantie des terminaux de 2 ans à 5 ans. Malheureusement, ça a été enlevé, si je me souviens bien, de ce texte du projet final de la loi REEN. Et donc, effectivement, c'est aussi, là, ça s'adresse concrètement forcément à nos usages. Forcément, si on a une extension de garantie qui passe de 2 ans à 5 ans, ça permet d'étendre plus facilement la durée de vie de son appareil informatique. Rappelons que forcément, en termes d'impact par rapport au numérique, le meilleur achat qu'on puisse faire, c'est d'éviter cet achat. Parce que par exemple, rendez-vous compte que quand même la moyenne du nombre de terminaux informatiques par Français d'à peu près 11 terminaux informatiques, donc 11 smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs fixes, etc. Il faut bien se rendre compte que c'est bien sûr associé à un mode de vie européen, un mode de vie associé à la société de consommation qui ne correspond pas en fait à l'ensemble du monde. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez seulement 50% de la population mondiale qui a accès à Internet. Donc ça permet aussi de se rendre compte aussi des inégalités économiques, environnementales, humaines, associés à l'utilisation du numérique pour notre bon confort, pour que nous ayons ces 11 terminaux informatiques qui puissent être utilisés quotidiennement. Effectivement aussi, ça passe aussi par les usages. Alors il y a par exemple dans l'une des recommandations que nous avions formulées dans cette note,
avec Ilian et Romain, il y avait l'enjeu aussi forcément, et là c'est aussi je parle en tant qu'enseignant, la nécessité de sensibiliser les plus jeunes sur la thématique de la sobriété numérique et de faire entrer aussi la thématique des low-tech, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs. Là aussi, c'est quelque chose de très positif, il faut le souligner, justement, dans la loi qui a été adoptée au niveau français, la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Il y a justement, maintenant, il va y avoir des cours de sensibilisation à la sobriété numérique, à l'usage du numérique dans les écoles, et également aussi sur l'éco-conception des services numériques dans les écoles d'ingénieurs. Donc, ça passe aussi forcément aussi par l'éducation, puisque voilà, on est face forcément à un monde hyper digitalisé, un quotidien qui est hyper digitalisé, et la difficulté, c'est que forcément, surtout en tant qu'utilisateur, on manque de distance par rapport à cette utilisation-là, et bien sûr, on est totalement dans les illusions associées au numérique, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on vit dans un monde qui est dématérialisé, alors que bien sûr, derrière un smartphone, derrière un ordinateur portable, ce sont des ressources naturelles limitées qui sont exploitées. Juste envisageons que par exemple la production, l'extraction de métaux a augmenté de 250% depuis les années 70. Si on regarde par exemple la consommation, l'exploitation de cuivre, c'est à peu près 3,4% par an. Maintenant, quand on extrait du cuivre, la concentration dans les minerais de cuivre est 2 fois moins importante que par rapport aux années 1930. Donc ça veut dire que pour extraire ce cuivre-là, il faut utiliser 2 fois plus de ressources d'énergie fossile. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On est toujours à rajouter encore plus d'équipements qui vont fonctionner avec ces énergies fossiles, de telle manière à pouvoir extraire ces métaux qui vont constituer ensuite voilà, les métaux high-tech, les métaux précieux de nos différents appareils. Donc véritablement, voilà, il y a un enjeu effectivement de légiférer. Et ça passe également aussi, bien sûr, par la fin de vie, le recyclage. Ça avait été, par exemple, on avait envisagé aussi de lancer en quelque sorte une campagne de communication autour de l'empreinte carbone et environnementale individuelle. Donc que chacun, par exemple, en France, puisse aussi réaliser de façon la plus accessible possible, voilà, son empreinte carbone pour un petit peu faire un état des lieux. Le bilan carbone, alors c'est un biais parce que forcément on s'intéresse à l'impact climatique et pas à l'impact plus général, l'impact environnemental comme une analyse de cycle de vie, mais c'est une entrée qui fonctionne, et surtout quand vous faites un bilan carbone, on voit un petit peu voilà, les postes d'émissions de gaz à effet de serre les plus importants, et très rapidement un plan d'action de réduction se met en place. Et donc, ça permet un petit peu aussi de se positionner et de faire sa part, en quelque sorte, à l'échelle beaucoup plus individuelle et moins collective que demandent les échelons nationaux et européens. Voilà, je vais arrêter ici. Une autre aussi également, pêle-mêle, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais une autre recommandation qu'on avait écrite dans cette note pour l'Institut Rousseau, c'était par exemple tout simplement quelque chose qui est expérimenté en Allemagne, c'est la mise en place d'un passeport numérique associé à chaque terminal informatique. Donc à l'image par exemple de la carte grise d'une voiture, là ça serait donc un passeport qui permettrait finalement de suivre les différentes étapes de vie de ce terminal, donc d'avoir un suivi, une traçabilité plus importante. Donc ça passe aussi par ce genre de recommandations. Alors, à l'échelle européenne, effectivement, on a des sujets. C'est pas notre priorité au quotidien. Enfin, je suis un peu tout seul avec mon collègue. On est 2-3 personnes à l'échelle de l'État. Vous voyez, on a tellement de sujets. Mais effectivement, on a un référent à l'échelle européenne. Enfin, pour les affaires européennes à la DINUM, on a cette chance-là de pouvoir quand même échanger avec cette personne-là, de remonter des sujets. Elle nous fait passer des sujets. Et l'année dernière, on a été consulté sur un document de Digital Green. Bon, je vous passe les détails, mais mamma mia. C'était fou. C'était on va mettre de l'intelligence artificielle, on va mettre de la blockchain pour rendre les choses plus efficientes.
Et au final, je cherchais le côté empreinte du numérique, machin, mais en fait, il y avait pas grand-chose. C'était surtout, on va utiliser le numérique à donf, aller à fond les manettes, on va accélérer. Et j'étais un peu triste. Et au final, j'ai proposé des trucs et à ma grande surprise, c'est passé. Alors c'est passé, je sais pas, ça doit être dans les limbes, dans des tiroirs à l'échelle européenne. Va savoir, mais apparemment ça a été validé. Et grosso modo, nous, avec mes collègues, on a passé de proposer une administration publique numérique responsable. Donc voilà, de travailler sur les achats, de travailler sur les déchets, de travailler sur l'éco-conception de services numériques. Justement, éco-conception de services numériques, nous, on a produit un référentiel avec l'ADEME, avec le ministère de la Transition écologique, avec l'Institut du numérique responsable, avec des relectures de plein de professionnels du numérique, dont Gauthier d'ailleurs. Merci. Et puis voilà, on pousse ce sujet aussi via une AFNOR spec avec on échange avec l'AFNOR là-dessus. D'autres sujets, voilà, de pousser des sujets d'allongement de durée de vie des équipements. C'est vrai qu'il y avait pas grand-chose là-dessus. Sur la mesure, il y avait des sujets de mesure de l'empreinte, enfin pas de l'empreinte, de la consommation d'énergie, d'électricité. On dit mais non, c'est pas forcément que ça le sujet. Donc on a poussé des sujets, comme tu disais, sur l'analyse de cycle de vie, donc en tenant compte de la fabrication, de l'usage et de la fin de vie, du transport aussi, de fabrication, extraction, transport. Voilà, tout ce qui est ACV, analyse du cycle de vie. Et puis peut-être, c'est vrai que c'est un sujet déjà à l'échelle de la France, on pousse le sujet maintenant depuis des décennies. Malheureusement, c'est l'open source. Ça prend petit à petit. Bizarrement, aujourd'hui, les GAFAM, ils disent l'open source à donf, à fond les manettes. Et je sais pas pourquoi nous, dans l'administration publique, on a du mal encore à utiliser l'open source. Pourquoi je parle de l'open source? Parce qu'il y a la lutte, pour le logiciel libre, mais cette lutte-là rejoint la lutte écologique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les matériels sont obsolescents à cause des systèmes d'exploitation, à cause des logiciels qui font ramer les appareils en fait. Vous changez d'appareil parce qu'ils rament. Et donc le fait d'utiliser de l'open source aujourd'hui, si je mets d'ailleurs j'ai un Ubuntu sur ma machine qui date d'il y a 12 ans. Ça fonctionne très bien. Par contre, le Windows XP qui est dessus, ça c'est mort. Hein. Je peux pas démarrer. Et effectivement, l'open source, c'est après, voilà, il y a des salves comme ça. Il y a eu une nouvelle salve de la part de la ministre de la transformation publique, Amélie de Montchalin, qui a relancé le sujet open source récemment. Donc, c'est un sujet aussi qui est porté par la DINUM. Voilà, en espérant que ça progresse. C'est vrai que, par exemple, rien que sur l'éducation nationale, sur tous les appareils qui sont dans les écoles, les collèges, aujourd'hui, c'est quasiment full Microsoft, quoi. C'est un peu dommage. Donc, en espérant que ça change. Donc, ça vient à la fois des décisions gouvernementales, des décisions des dirigeants, des décisions des ministères, et il faut avoir les couilles de les faire, en fait. Faut y aller. Et aussi, ça vient du terrain. Enfin, faut un peu une convergence des luttes. Et aussi du terrain, il y a des gens militants qui posent des Linux sur les appareils dans les écoles, dans les collèges, dans les ministères. Et puis, tu l'as évoqué à l'échelle européenne. Effectivement, il y a un combat qu'il faut mener aussi. C'était suite effectivement à l'échange qu'on a eu avec Aurore Stéphan et Gauthier. Aurore Stéphan de l'association Systext qui fait des recherches et des rapports sur l'extraction minière. Effectivement, le numérique dépend aujourd'hui de l'extraction minière. D'ailleurs, le numérique, c'est un sous-produit de l'extraction minière. Et effectivement, aujourd'hui, il y a très très peu de règles contraignantes sur l'extraction minière à l'échelle européenne. Et il y a un laisser-faire. Voilà. Donc effectivement, il y a ce sujet-là qui ne concerne pas ma mission ni la DINUM, hein, mais c'était juste pour évoquer le sujet. Je pense qu'il y a, au niveau à l'échelle européenne, il y a ce sujet-là qui est très important, c'est de mieux s'approvisionner de faire attention à l'extraction minière et à la fabrication de nos équipements.
Merci beaucoup à tous les trois. Donc pour moi, pour ma dernière question, je vais rebondir sur ce qu'a dit Gauthier tout à l'heure sur le fait que l'environnement, c'était souvent un sujet géopolitique. Et en même temps, sur ce qu'a dit Adrien sur la low-tech, tout derrière ces questions de sobriété et derrière l'impact environnemental, il y a aussi une notion de résilience, d'indépendance face à d'autres chaînes de valeur qu'on maîtrise pas, et aussi un potentiel pour l'Europe à travers la low-tech de réduire sa dépendance. On a vu dans le quinquennat précédent qu'une des grandes vitrines politiques, c'était aussi la French Tech, avec la partie financée de Green Tech, qui devait permettre de trouver des technologies de rupture pour régler la crise environnementale. On voit que la low-tech, c'est un angle mort complet des investissements de cet aspect-là, quoi. Alors qu'il y a, au-delà, voilà, de la question écologique pure, qui est extrêmement importante, évidemment, mais il y a aussi un enjeu de résilience à long terme. Donc, je voulais vous entendre à la fois sur cette question de comment on prépare cette résilience potentiellement au choc, et sur la question de la low-tech, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y voyez certaines perspectives intéressantes, ou est-ce que c'est un fantasme de bifurcation possible? Voilà. On n'est pas obligé de reprendre le même ordre comme vous voulez. Si tu veux répondre. Ouais, comme ça je finis pas. Non, mais c'est une super question en fait, et les questions de résilience, moi j'aimerais bien les travailler aussi au quotidien dans mon travail, voilà, avec les ministères, avec l'administration publique. Déjà, en fait, on y travaille, mais de manière cachée, voilà. Sur l'éco-conception des services numériques, ce qu'on dit, c'est aussi la résilience face à des connectivités. Voilà, on n'a pas besoin forcément de la 5G pour accéder à un service public. Si on est sur un vieil appareil en 3G, voilà, c'est aussi une forme de résilience de pouvoir accéder de pouvoir faire une démarche en ligne, de pouvoir communiquer avec ses proches. Après, sur tout ce qui est allongement de durée de vie des équipements, finalement, c'est aussi aller vers une forme de low-tech, de sobriété, en se disant qu'on n'a pas forcément besoin, d'avoir une adéquation entre nos besoins pour mener un service public et vraiment les appareils. Aujourd'hui, il y a en fait une politique de changement un peu pas très smart, pas très intelligente, où en fait, voilà, tous les 4 ans, tous les 5 ans, hop, on fait un nouveau marché parce que c'est automatique. Hop, on met, on vire les machines, on met des nouvelles machines. Pour les smartphones, maintenant, on a les smartphones professionnels. En fait, tous les 3 ans, hop, nouveau smartphone. Même si, est-ce qu'on en a besoin ou pas, la question n'est pas posée, puisque de toute façon, il faut accélérer, il faut être moderne, il faut montrer ça a été évoqué ce matin. Cette forme de modernisation et d'ailleurs l'État a mauvaise presse là-dessus, c'est que l'État semble avoir des vieilles machines, ce qui n'est plus le cas en fait. Aujourd'hui, l'État est très bien doté, sauf qu'en fait il a rejoint le rang du fait d'une grande accélération de renouvellement des machines, d'avoir les machines les plus belles, les plus clinquantes, etc. Donc peut-être revenir à une forme de bon sens paysan finalement, d'avoir les bonnes machines qui répondent aux justes besoins. Et puis voilà, je laisse la parole aux autres. Merci. Oui, donc avant de revenir au low-tech, très rapidement par rapport, c'est vrai que j'ai répondu, j'ai pas explicitement répondu à la question précédente concernant notamment l'articulation aussi avec le niveau européen. Oui, avec l'articulation avec le niveau européen. Donc, notamment à la fin de l'année 2021, vous avez eu un accord des 27 États membres de l'Union européenne. Oui, je vais parler. Avec le Digital Market Act, donc qui vise un petit peu à encadrer en fait les pratiques anticoncurrentielles des GAFAM. Et également aussi qui est un peu aussi on va dire une idée française, c'est la taxe carbone aux frontières. Alors qui concerne, on va dire, surtout des gros secteurs de l'économie associés à l'électricité, au ciment, etc. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer et qui peuvent justement, à un moment donné, inspirer des projets de règlement, de directives qui visent d'une certaine manière à légiférer sur l'utilisation du numérique en visant d'une certaine manière la sobriété numérique. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer.
J'insiste encore une nouvelle fois, mais effectivement, le fait que la France soit présidente de l'Union européenne, là, c'est pour ces 6 mois, ça permet peut-être d'avoir un levier d'action, même si bien sûr tout était déjà un petit peu prévu d'avance, mais il y a peut-être quelques cartes à jouer. Donc si certains veulent faire un petit peu de lobbying avec moi à Bruxelles et faire une task force, vous êtes bienvenus. Donc petite parenthèse, mais ce qui concerne effectivement ensuite l'enjeu des low-tech. Alors moi les low-tech je connais assez mal, mais ce qui c'est vrai intéressant, et je suis, peut-être certains d'entre vous connaissent le travail remarquable qui est effectué par le Low-Tech Lab, qui voilà via une plateforme web qui d'ailleurs low-tech énumère un petit peu toutes les low-tech qui peuvent exister sur notre planète. Moi je me pose plusieurs questions sur les low-tech, c'est-à-dire à un moment donné comment faire à ce que certaines de ces low-tech soient d'une certaine manière commercialisables à travers un petit peu des nouveaux business models associés à des structures coopératives. Alors vous avez par exemple, sur un exemple, alors je ne sais pas si on peut considérer le Fairphone 4 comme une low-tech, je pense pas, mais vous avez par exemple une coopérative française qui s'appelle Comounts et qui propose par exemple à la location le Fairphone, donc qui est présenté comme un téléphone portable durable, et aussi comment finalement, parce que on est tous, quoi qu'on pense de notre rapport avec le capitalisme, plongé dans une société de consommation. Et comment finalement, d'une certaine manière, s'appuyer des fois sur les codes de la société de consommation pour rendre ces low-tech désirables. Donc, en termes de marketing, en termes de communication. Voilà. Donc, c'est vrai que sur cette approche-là, low-tech, j'ai plus des questionnements que des affirmations. Et éventuellement, je terminerai sur ça, donc parce que par rapport à finalement ma formation de communicant, c'est vrai que là, en ce moment, il y a vous connaissez certainement ce qu'on qualifie le greenwashing, mais aussi il y a une montée en puissance des revendications en neutralité carbone, notamment dans le secteur aussi du numérique. Et donc là, de plus en plus, on a du greenwashing qui prend de la forme de carbon washing. Et en lien par rapport avec la formation, la sensibilisation au low-tech, à la sobriété numérique, je pense qu'il est fondamental aussi pour les citoyens d'être formés un petit peu aux pratiques commerciales trompeuses qui relèvent du greenwashing, qui relèvent du carbon washing. Voilà, il y a véritablement un enjeu très très fort de légiférer. Alors en France, vous avez la loi Résilience et Climat qui essaye d'encadrer la neutralité carbone en interdisant la neutralité carbone pour les produits et services, mais ça n'a aucun sens. Si on s'arrête à l'avis de l'ADEME concernant la neutralité carbone fait sens d'un point de vue scientifique seulement à l'échelle d'État ou à l'échelle planétaire, mais en aucun cas à l'échelle d'une organisation comme une entreprise ou une administration, et encore moins bien sûr à l'échelle d'un produit ou d'un service. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, je pense qu'il y a véritablement aussi un enjeu de sensibilisation au-delà de la sobriété numérique. Comment finalement les revendications de neutralité carbone, les revendications, à un moment donné, la mise en avant d'arguments écologiques qui relèvent plus de l'image que de la réalité des faits. Il y a un enjeu de formation, de sensibilisation pour notre rôle en tant que consommateur, mais surtout avant tout en tant que citoyen. Merci. Alors, la première, c'est sur les low-tech, c'est ça? Ok. Alors, d'un point de vue strictement, on va dire, rigoriste, la low-tech numérique, ça n'existe pas. Il n'y a rien de plus high-tech que les machines qui fabriquent des semi-conducteurs. C'est le summum. Hein. Enfin, donc, juste d'un point de vue rigoriste, les basses technologies, low-tech comme basse technologie, ça peut pas fonctionner avec le numérique. Par contre, d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire de penser un écosystème technologique qui est utile, accessible et faible impact, oui, on peut penser le secteur numérique dans ce sens. Mais c'est compliqué. Désolé. Donc moi, j'ai tendance à pas du tout utiliser ce terme. Alors même si je suis très ami avec les communautés low-tech, en l'occurrence, j'ai fait le site du Low-Tech Lab. donc je les connais bien, mais ils connaissent ma position là-dessus.
La question de la résilience est compliquée parce que c'est la résilience de quoi? Des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de production, de là où on récupère nos minerais, de là où on récupère nos composants. En l'occurrence, au niveau européen, on a un seul géant industriel, on a un gros géant industriel en tout cas sur le secteur numérique, c'est une entreprise que personne ne connaît, c'est ASML, qui est aux Pays-Bas, qui est le géant industriel qui produit les machines qui vont produire les semi-conducteurs. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, ils ont un monopole complet sur Terre. Avant, il y avait aussi Kodak et Nikon qui fabriquaient ce type de machines. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'eux. Ils sont possédés à 40% par les Américains, pour revenir sur la table ronde d'avant. Et aujourd'hui, d'après les bruits de couloir que j'entends, les Américains font pression au board pour qu'ils arrêtent de vendre leurs machines aux Chinois, par exemple. Donc c'est aussi la résilience de notre système industriel est compliquée à plein d'aspects. Le deuxième, c'est qu'au niveau européen, pour ce que j'en ai vu avec mes contacts à la Commission européenne, le sujet de la digital sustainability, il se suffit pas lui-même en fait. Il fonctionnera pas par lui-même. Faut l'associer aux agendas de tous les autres bonnes pratiques du web. Donc faut se dire, l'empreinte environnementale du numérique ou l'éco-conception numérique, comment ça a des pratiques alliées avec la cybersécurité, comment ça a des pratiques alliées avec l'accessibilité web, comment ça a des pratiques alliées avec l'open source ou le logiciel libre, et comment on fait monter ça ensemble, dans l'idée de ne pas voir l'éco-conception ou l'empreinte environnementale comme juste une couche plus complexe sur un cahier des charges qui est déjà indigeste, mais plus qu'un pied de biche supplémentaire pour faire entrer tous les bons acteurs d'un coup. Faut mieux le voir comme ça, et ça permet aussi de faire moins d'efforts. Et donc, en l'occurrence, c'est voir au niveau européen, voilà, comment on arrive à faire ça comment on arrive à avoir des pratiques d'alliance avec d'autres sujets. Et notamment, je pense qu'un des plus urgents étant la cybersécurité, en tout cas d'un point de vue court-termiste, comment on fait les deux d'un coup, comment on gère aussi nos chaînes d'approvisionnement matériel, comment on sécurise nos acteurs industriels. Typiquement, vu qu'il y a la crise de production de semi-conducteurs en ce moment, dont on parle depuis 2 ans, pour quand même donner un ordre d'idée aussi des montants mis en place, les États-Unis mettent un plan de 50 milliards d'investissements pour supposément permettre à Intel de redevenir un géant sur le sujet. Intel a largement perdu son titre il y a quelques années quand même en termes de fabricant, pas en termes pas dans la terme de distribution et de concept. Ils ont perdu une course qui a été remportée plus par les Coréens et les Taïwanais. Donc l'Europe met 30 milliards d'euros pour être souverain sur 20% des semi-conducteurs utilisés en Europe. Et un seul producteur, une seule industrie, donc c'est le leader mondial, c'est TSMC, Taiwan Semi Manufacturing Company. À eux seuls, ils mettent 100 milliards pour repenser leur appareil de production. Une seule compagnie met 2 fois plus d'argent que les US. Donc faut aussi bien comprendre où est-ce qu'ils vont eux. Taïwan a la main mise sur tous les composants électroniques qui sont gravés à moins de 10 nanomètres, c'est-à-dire les composants les plus puissants qui vont faire partie des prochaines générations de smartphones, enfin qui font déjà partie des prochaines générations de smartphones, d'ordinateurs, de consoles, etc. Et ils font que ça. Nous, on sait faire tout, on peut faire à peu près tout le reste. En Europe, on aurait a priori plutôt besoin d'avoir des composants de 200 nanomètres, ça suffit pour faire l'automobile, pas besoin de plus. En l'occurrence, la façon dont on a pensé le plan d'investissement des semi-conducteurs en Europe, c'est plutôt se dire qu'il faut être les champions de l'innovation, donc il faut qu'on aille absolument mettre de l'argent pour faire du moins 10 nanomètres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille rivaliser avec un paysage taïwanais qui s'est structuré depuis 40 ans pour en arriver là, et où il y a un pays qui est complètement qui est mis à disposition pour cette industrie. Et donc c'est aussi les paradigmes d'innovation qu'on va mettre en place. On veut se dire on va être les champions, il faut être tout le temps les meilleurs, faire les choses les plus nouvelles. Et ben non, en fait, il faut déjà qu'on sécurise les composants dont on a besoin pour les industries, les industries à peu près normales en fait aujourd'hui du paysage européen. Je le rappelle, pour les véhicules, 200 nanomètres ça suffit largement. Mais on n'a pas besoin d'investir tant d'argent que ça pour le faire. Donc c'est aussi les choix industriels à faire pour la résilience. Donc c'était encore une longue digression avec par rapport à la question, désolé. Et une question quand même que je vois avec la low-tech et que je trouve intéressante et que je pose à chaque fois quand j'interviens avec Richard, c'est aussi de se dire,
si l'idée c'est de réduire l'empreinte environnementale des services ou des systèmes, et en même temps de répondre aux besoins qui sont exprimés par les utilisateurs, il faut aussi poser un troisième pan, c'est est-ce que le numériser est la meilleure réponse pour répondre aux deux premiers? Des fois non en fait. Et c'est pas grave en fait, ça fait pas de moi un amiche de dire que parfois, ne pas numériser, ou en tout cas réduire le degré de numérisation d'un service ou d'un système, parfois c'est la meilleure décision à faire. Et en effet, les gains de productivité permis par le numérique ou pas, c'est aussi beaucoup quand même des gains liés à des changements organisationnels aussi. Enfin, faut aussi faire très attention à la tendance du secteur numérique, des acteurs du secteur numérique, où dès qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé, ils vont dire que c'est grâce à eux. Et il faut faire très attention à ça parce que c'est rarement le cas en fait. C'est un facteur, mais c'est rarement un facteur primordial dans la transformation de nos services et de nos systèmes. Il est important, mais il n'est pas important à chaque fois. Et c'est ça qui est compliqué, il faut devenir un petit peu agnostique par rapport au secteur numérique en disant parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Moi je veux savoir où est-ce que ça marche, je veux savoir où est-ce que ça marche pas. Et c'est comme ça que je prends les décisions. Et des fois ça marche pas. Et en l'occurrence, ce qui est compliqué d'un point de vue de recherche, c'est que toutes nos méthodologies aujourd'hui pour calculer l'impact positif du numérique, il est basé sur des études de cas industriels, qui ne sont pas de la recherche empirique déjà. Mais le problème, c'est que c'est forcément biaisé à la base, parce qu'il n'y a pas d'études de cas industriels pour dire que ça n'a pas marché. Donc où est-ce que je vais retrouver les données pour savoir où est-ce que ça n'a pas marché? Elles n'existent pas. C'est ça aussi le problème quand on fait de la recherche sur ce sujet.